Elles se sont fait peur d'entrer en concédant un but matinal, mais ont fini par reprendre les devants et dérouler en maîtrise totale face à leurs adversaires. Eh bien, exemptées du premier tour, les Amazones juniors du Bénin entament de la plus belle des manières la campagne qualificative à la prochaine édition de la Coupe du Monde féminine, celle de Pologne 2026. Les filles du sélectionneur Abdoulaye Ouzerou ont malmené leurs homologues du Sili national dames lors de la manche allée du deuxième tour qualificatif. Il faut dire que c'est un succès avec lequel elles prennent une option sérieuse pour la qualification au troisième et avant-dernier tour de la course vers Pologne 2026. Ce soir, sur Canal Sport, nous revenons sur cette performance de la sélection junior dame du Bénin face à la Guinée et enfin, en fin de semaine écoulée, et faire une projection sur la manche retour prévue pour vendredi prochain à Bamako, Mali. Bonsoir à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce nouveau numéro de Canal Sport. Au-delà du football, on parlera aussi athlétisme, mais à côté, le handball sera aussi de la partie avec les finales de la phase des playoffs de la Ligue professionnelle de handball du Bénin qui a livré son verdict pour les nouveaux champions de la saison 2025. En exclusivité ce soir, nous ouvrons une grande fenêtre sur le sport scolaire avec le bilan de la première édition de la Ligue nationale scolaire, une nouvelle compétition réservée à l'élite de jeunes talents sportifs des départements du Bénin qui s'est déroulée du 5 au 12 septembre 2025 au stade Omnisport de Goro. On fera le point et évoquer les perspectives en vue avec le directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, Dr Victor Soumon Laouin. Allez, voilà donc le statut de cette émission que j'anime ce soir avec deux confrères journalistes. Le tout premier, il est assis à ma droite, Kevin Bionda Silva. Kevin, bonsoir. Bonsoir Candide et bonsoir à nos amis sportifs. En face de vous, un confrère qui a déjà pris part ici plusieurs fois déjà sur ce plateau, justement, Serge Renaud. Il est journaliste sportif à Radio Planète. Serge, bonsoir. Bonsoir Candide, bonsoir à tous nos amis sportifs. Allez, c'est parti pour 52 bonnes minutes et nous démarrons par les informations factuelles. La Ligue de football professionnel du Bénin a levé le coin de voile sur le démarrage de la saison sportive 2025-2026 au niveau de l'élite du football national et de son antichambre, notamment la Ligue Pro 1 et la Ligue Pro 2. Ceci donc à travers la publication du calendrier complet de la phase aller qui permet désormais aux différentes équipes d'être fixées pour la première partie de la saison. Mais il faut dire qu'avant le top départ de la nouvelle saison, c'est le règlement des championnats professionnels qui a été dévoilé. Et conformément à l'article 51.1, le règlement a publié le championnat de football professionnel du Bénin, la Ligue 1 saison 2025-2026 sera disputée par 18 clubs comme vous le voyez à l'image en aller et retour, soit 34 journées. Et pour ce qui est des participants, nous avons l'AS Cotonou, Aspac, Asvo, Ayema, Banigansé, les Buffles du Borgou, les Cavaliers de Niki, les vice-champions du Bénin pour ne pas dire les cotonculteurs de Ouida, bien entendu les hommes d'Aplaroué, d'Adia Football Club, équipe championne en titre du Bénin, Damissa Football Club, Dragon FC de Lomé, Dynamo FC d'Abomey, Espoir FC de Savalou, Odiu FC de Commun, la jeunesse sportive de Pobel, Topopo, Sobemap, USS Craqué. Et pour ce qui est de la Ligue 2, il faut dire que vous allez le voir sur le deuxième tableau, le championnat de football professionnel du Bénin saison 2025 et 2026. Pour ce qui est de la deuxième division sera disputé par 18 équipes toujours comme bien entendu Abeille FC, AS Police, Avranco Omnisport, Aziza FC, Beke FC, Boa, Diefa Football Club, Dynamique FC de Djougou, Dynamo FC de Parakou, Énergie FC de Dogbo, Étoile Filante, Jeunesse Athlétique de Ketou, Pontet Football Club, Réasport, Requin de l'Atlantique Citatonga et puis l'équipe de l'AS Tiakounen. En première division comme en deuxième division, chaque équipe aura droit à 17 matchs en aller et 17 matchs en retour, soit pour un total de 34 matchs en autant de journées. Et pour ce qui est justement des autres détails du règlement, selon l'article 9 du règlement du championnat national, au niveau de chaque club professionnel, le nombre de joueurs autorisés ne peut excéder 30, dont 3 gardiens.
Au minimum, il faudra au moins 20 joueurs de nationalité béninoise, dont au moins un gardien de but béninois et au plus 10 joueurs étrangers par club venant donc d'un championnat d'élite ou d'une académie avérée, que ce soit sur le continent comme à l'international. Dans l'article 38, les rencontres du championnat national de football professionnel doivent se dérouler dans des stades homologués par la commission des stades et équipements de la Fédération béninoise de football si éventuellement les conditions ne sont pas remplies par le stade choisi par un club ou un autre. La Ligue de football professionnel du bénéfice d'office la domicilialisation sur un stade durement homologué. L'exemple donc de certains clubs qui connaissent déjà leur nouveau domicile, notamment Dragon Football Club qui recevra ses adversaires pour le compte de la nouvelle saison au stade Omnisport d'Avrancourt, l'USS Kraké qui accueillera ses adversaires sur le terrain du centre d'excellence de football de Misrete, l'AS Cotonou qui recevra ses adversaires sur le terrain annexe du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, tout comme l'AS Cotonou qui va recevoir donc ses adversaires pour le compte de la saison 2025-2026 sur le terrain annexe du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Messieurs, la nouvelle saison s'annonce. La Ligue professionnelle de football du Bénin a dévoilé le calendrier officiel, bien entendu précédé du règlement de la saison. Apparemment, il n'y aura pas de deuxième report. Il n'y aura pas de deuxième report et comme on l'a assisté depuis quelques semaines, je pense que cette fois-ci c'est parti pour quand même une bonne lancée. C'est parti pour que la compétition puisse très bien démarrer. Donc je pense que les autorités ont commencé déjà à mettre les bouchées du jour. Vous l'avez tantôt signifié déjà à travers les différents articles énumérés ici tout de suite. Mais après je pense que les clubs étant et les autorités étant quand même prêtes de leur côté, les clubs également se devront quand même de respecter les différentes règles pour qu'on assiste quand même cette fois-ci comme d'habitude à une très belle compétition. Et je pense que les uns et les autres savent déjà quoi faire pour que, voilà, une fois encore, le Bénin puisse faire un pas dans cette lancée-là ou bien dans sa volonté de pouvoir quand même évoluer dans son sport qui est le football tout simplement. C'est ça. À Saint-Renaud, il faut dire qu'initialement, la date du démarrage de la saison était annoncée pour le 20 septembre 2025, mais compte tenu d'un certain nombre d'aspects, la Fédération béninoise de football a repoussé le démarrage au 27 septembre et donc le week-end prochain. Et à la date d'aujourd'hui, on a depuis hier le calendrier complet de la phase aller. Au-delà de ça, est-ce que toutes les équipes seront prêtes? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, au cours d'un certain nombre d'assises, la Fédération béninoise de football a annoncé que chaque club doit présenter des joueurs qui ont justement des licences, mais aussi des passeports actifs. Bon, est-ce qu'au Bénin, est-ce que les équipes sont toujours prêtes pour le championnat? Non. Et ces équipes ont toujours des soucis. Par exemple, je prends l'exemple de Dadji FC qui a toujours un souci avec sa société sportive. On va y revenir tout à l'heure. Ça en est de même pour plusieurs clubs qui n'ont pas. Il y a des clubs qui n'ont pas de société sportive. Du coup, au Bénin, tout le monde sait qu'il y a des clubs qui ne sont jamais prêts pour le démarrage du championnat. Vous allez voir, dès que le championnat va démarrer le week-end prochain, il y aura les grincements de dents, de pas et d'autres. Tout compte fait, la fédération a déjà joué sa partition, la ligue transitoire de football a déjà joué sa partition. Je crois que le problème des stades homologués pour pouvoir abriter les différentes rencontres, ces problèmes-là sont déjà réglés au niveau des clubs. Parce que si ces clubs qui sont touchés. Voilà, parce que si vous n'avez pas un stade homologué par la ligue transitoire, c'est que vous ne jouez pas de matchs. Je crois que ces problèmes sont déjà réglés. Mais au niveau des staffs, je crois que des contrats des joueurs, je crois qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Je pense que Candide, c'est parce que la fédération, bon, je ne dirais pas la fédération, je dirais en général les autorités, comme je viens de le souligner, c'est parce qu'elles sont un peu plus conscientes de la situation qu'elles ont pu quand même insister sur ces bonnes habitudes qu'il faut déjà commencer à avoir très tôt. Parce que quand vous jouez dans un football où vous voulez que ce football soit un peu plus professionnel et que vous voulez tutoyer un peu plus le haut niveau, comme on a l'habitude de le dire, il va falloir se mettre très rapidement au pas. C'est vrai que comme ça, je l'ai signifié, il y a de ces équipes-là qui ne sont pas forcément déjà à même d'être en phase avec la réalité tout de suite. Mais en même temps, il y aura forcément des équipes qui vont se mettre au pas et petit à petit, comme je l'ai dit tantôt, et voilà, tout le monde pourra se mettre au pas, révéler un peu plus le football béninois. C'est ça. Il faut aussi dire, je ne l'ai pas annoncé un peu plus tôt, mais pour le compte de la saison 2025-2026, c'est un retour
au format initial, notamment le format de Ligue 1 et de Ligue 2. On quitte désormais le format de Ligue Pro qui était justement destiné à 36 équipes qui disputaient justement le championnat national. Après les phases zonales, on tombe directement sur la phase de Super League Pro et la phase donc de Ligue Pro Sud. Mais pour le compte de la nouvelle saison et pour les saisons à venir, la Fédération béninoise de football a opté pour un nouveau format en ligne de mire. Un nouveau format en ligne de mire. Moi, peu importe le format, je voudrais quand même plus que... Voilà, on parle de football, on voudrait quand même assister à de très belles rencontres, à la compétition un peu plus sur le terrain, la qualité de jeu dans tout ce que les équipes nous proposent. Cela passe forcément déjà par la qualité des joueurs que nous avons, la qualité de l'entraîneur, même la préparation un peu plus en off, je l'ai tantôt signifié, le staff et tout ce qui accompagne un peu plus aujourd'hui les joueurs pour que nous assistons à un très beau football. Aujourd'hui, peu importe le format, ma foi, je pense que les talents au Bénin, il y en a, même si voilà, il y a encore du travail un peu plus à faire, mais il va falloir un peu plus travailler, un peu plus ces talents pour pouvoir avoir de bons résultats in fine. Je pense que le format ne va pas forcément être porté en trappe, si vous le voulez, sur la qualité du jeu. On veut quand même assister à un très bon championnat, on l'a toujours dit, et on veut que ces joueurs-là puissent être très vite dénichés pour pouvoir jouer dans l'équipe nationale, pour pouvoir participer aussi à l'élévation de nos clubs. On va tout à l'heure parler, que vous l'avez annoncé dans votre introduction, on va parler tantôt aussi de ces clubs-là qui représentent nos pays, voilà, dans différentes compétitions. Donc on veut franchement que nos gars, comme j'aime bien le dire, puissent quand même mouiller le maillot et pouvoir nous offrir du bon. C'est ça. Allez, on va s'intéresser maintenant à ces clubs qui défendent les couleurs nationales dans les compétitions interclubs de la CAF. Les représentants béninois ont enregistré 2 matchs nuls au cours de la manche aller, que ce soit en Ligue africaine des champions qu'en Coupe de la Confédération. On démarre justement par la compétition reine des interclubs de la CAF. Les champions en titre du Bénin se sont neutralisés avec leurs homologues d'Al-Ahly Tripoli de la Libye vendredi dernier à Lomé au Togo. Et pour le match aller, Oudadia FC recevait dans la capitale togolaise faute de stade non homologué ici au Bénin pour le moment. Le champion de la Libye, le club d'Aplaroué, a soutenu au Latragé et rivalisé face donc au club libyen tout en essayant de se créer quelques occasions, mais aucune des deux équipes n'a réussi à trouver le chemin des filets avant donc la fin du temps réglementaire. Au coup de sifflet final, les deux équipes se quittent 2-2 sur un score nul de 0 but partout. Après donc ce match nul de score vierge, au match aller, tout va se jouer au match retour prévu pour dimanche prochain à partir de 19h béninoise. Ça sera justement en terre libyenne. D'ailleurs, après sa dernière campagne en interclub continental qui est allée au-delà du premier tour de la saison écoulée, ambitionne de récidiver cette année, même si cette fois-ci la compétition reine c'est au niveau justement de la compétition reine du continent. Et pour accéder au second tour, il faudra nécessairement gagner dimanche prochain. Et comment aller pour gagner dimanche prochain? On en parle tout de suite. Kevin Bionda Silva en Coupe de la Confédération. Coton FC, bien entendu, a aussi fait nul. Mais parlons d'abord de cette équipe de Dadia FC qui a fait un match nul en fin de semaine écoulée face à l'équipe libyenne, l'équipe championne en titre libyenne. Score à l'arrivée, 0 but partout. Je pense que s'il y a un premier point qu'il faut souligner, c'est que la DFC devra quand même remercier son gardien. Parce que avant même la rencontre, vous avez quand même eu des nouvelles de tout ce qui s'est passé, où cette équipe-là qui reçoit n'était forcément pas prête et ne s'est pas vite dépêchée pour se rendre sur les lieux. Voilà, du ministère. Et franchement, quand on insiste encore à de ces détails-là qui entachent encore aujourd'hui le football, franchement, c'est dommage parce que vous êtes dans une compétition sérieuse où vous portez quand même le pays, tout un pays entier, et que vous assistez à cela, c'est pas bien. Moi, franchement, je m'attendais à une rencontre où Al-Ahly Tripoli pourrait quand même très rapidement avoir la victoire sur la GFC. Mais surprise, on a assisté à une rencontre où c'était 0 but partout dans le fond de jeu, où voilà, c'était forcément pas cohérent, c'était pas forcément pas attrayant ce qu'ils ont proposé ces joueurs-là. Mais s'il y a quelqu'un qui a retenu mon attention, c'est quand même le joueur, le gardien de but de la GFC qui a quand même essayé de repousser toute tentative pouvant quand même permettre à l'adversaire
scorer, donc de rater, de scorer, donc d'arracher les 3 points. Donc sur cette rencontre, je ne note pas forcément une note positive à part ce côté gardien. Je pense que Dadje est en train de passer parfois à côté de sa chance de trouver une qualification pour pouvoir évoluer un peu plus dans la compétition. Parce que après, si Dadje se qualifiait, si je ne me trompe, il pourrait rencontrer RS Berkane du Maroc. Et quand on parle de cette équipe, c'est une équipe très très joueuse qui a quand même de l'expérience. En tout cas, wait and see. Après, on pourra quand même assister aussi également à une surprise, puisque nous sommes dans le football. Tout est encore possible. Tout est encore possible. On a vu Dadia en Coupe de la Confédération, la saison écoulée, passer contre toute attente avec brio le premier tour face à l'équipe d'El Kanemi Warrior du Nigeria, même si c'était à un niveau un peu plus au-dessus de cette compétition reine. Serge, quand on prend Dadia qui évolue aujourd'hui au cours de ces éliminatoires de la Ligue africaine des champions, le nul à domicile face aux champions libyens, est-ce que cela place justement les champions béninois sur une bonne ligne vers le deuxième tour? Bon, il faut dire, malgré une préparation mouvementée, Dadia FC a su finir la rencontre. Parce qu'il y a d'abord eu de préparation. Oui, préparation mouvementée. Il y a une préparation. C'est de l'ironie que c'est j'utilise. Oui. On a su un peu comment ça s'est passé. Tantôt, on nous annonce que l'équipe est en préparation. Tantôt, on nous annonce que l'équipe n'est pas en préparation. Je ne sais pas si ils ont fait leur séance d'entraînement en catimini, en soudine, pour ne pas trop dévoiler ce qu'ils se peaufinaient. Voilà, au finish, c'est un match nul. Il faut féliciter Dajer. Et le but à l'extérieur, ça compte toujours en Afrique, si je ne me trompe pas. Donc la DFC a une chance aussi. La DFC a une chance. Maintenant, le match retour, ça se joue en terre libyenne. Tout le monde sait l'atmosphère, comment ça se passe en Libye. L'équipage du Bénin en a été victime. Voilà. Il faudrait que nos autorités prennent leurs responsabilités, nos différents ambassadeurs, les consuls prennent leurs responsabilités pour faciliter la tâche à la DFC. Parce que j'imagine, si Dadia FC fait l'ouverture du score en première position là-bas, ce qui peut se passer avec les supporters libyens qu'on connaît très bien. Du coup, sur cette rencontre, il faut dire que Dadia a manqué vraiment d'efficacité, vraiment de réalisme devant les buts. Ce qui a fait que Dadia pouvait mettre un but. Comme Kevin l'a dit, il faut remercier le gardien de Dadia FC qui a su garder sa cage hermétiquement fermée, ce qui permet à Dadia d'être en vie aujourd'hui. Du coup, le match retour se joue en terre libyenne et ça va être vraiment un peu compliqué pour Dadia FC. J'ai suivi un peu le coach Koné qui va corriger ces déchets techniques-là pour qu'une fois en terre libyenne, il puisse trouver les ressources nécessaires, la solution propice, ce qu'il faut pour pouvoir surprendre cette équipe libyenne. Kevin, première expérience pour Dadia au cours de ces éliminatoires à la prochaine édition de la Ligue africaine des champions, bien entendu, la compétition reine des interclubs sur le continent. Et le premier match qui aura été laborieux, c'est au départ un nul pour l'équipe championne en titre du Bénin. Aujourd'hui, quand on sait que beaucoup de choses se sont passées dans la tenue effective justement de cette manche allée, notamment de la préparation jusqu'au déroulement du match qui s'est soldé par un score nul. Il a même eu cette situation où l'équipe n'a pas tenu la séance de veille de match, la séance de reconnaissance de pelouse. Et quand on sait que les champions libyens vont recevoir maintenant cette avance de recevoir la manche retour chez eux devant leur public, et aussi si en temps les comportements n'avaient pas changé la dernière fois que les Guépards ont joué en terre libyenne, on a tous vu tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu comme situation autour de ça. Est-ce que Dadia est aujourd'hui psychologiquement, mentalement et aussi physiquement prêt pour aller à cette manche? Franchement, d'emblée, je dis non. Non, parce que quand vous assistez, quand vous recevez déjà chez vous, même si ce n'est pas sur votre terre, bon, à la maison, comme on aime bien le dire, et que vous n'arrivez pas forcément à non seulement avoir les 3 points, vous passez à côté de votre rencontre, et même avant même d'assister à la rencontre, tout ce qu'il y a comme préliminaire, vous passez à côté. Franchement, moi, je ne sais pas comment, par quelle magie Dadia aujourd'hui pourra quand même sauver les meubles. Et puis, comme la Serge l'a dit, vous allez dans un pays où franchement la pression sera quand même au paroxysme. Donc le football ne va pas seulement se jouer un peu plus sur le terrain, mais avant sur le terrain, il y a déjà dans les coulisses où ça va vraiment être une pression énorme. Vous n'êtes pas sur votre territoire, il y a le 12e supporter, comme on le dit, de l'autre côté de Libye, où les Libyens ne vont pas forcément permettre à nos joueurs de pouvoir très vite s'en sortir avec la pression et tout. Aujourd'hui, Dadia pourra quand même aller un peu plus
voilà, arracher cette victoire. Mais il faut souligner que cette victoire, pour l'arracher, ce ne serait pas forcément mission facile. Il va falloir forcément prendre un peu plus sur soi, donc avoir un peu plus une ascendance un peu plus psychologique. Et aujourd'hui, s'il y a une équipe qui a un peu plus de côté psychologie, une avance, c'est celle de la Libye. Donc aujourd'hui, je pense que Niger peut aller, rien n'est impossible d'ailleurs. Donc je pense que ce qu'il faut faire, il n'est jamais tard, comme on l'aime bien le dire. Mais après, il faut commencer déjà à préparer ce match dimanche. Oui. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Donc il faut commencer à préparer ce match comme si c'était une finale et arracher tout simplement la victoire. Et arracher tout simplement la victoire. L'autre équipe qui n'a pas pu arracher la victoire au cours de la manche allée, c'est l'équipe béninoise, l'équipe de Ouidah. Coton Football Club en Coupe de la Confédération, notamment la manche allée qui s'est tenue du côté du Libéria. Le club vice-champion en titre du Bénin a aussi fait match nul au cours donc de la manche allée pour sa première expérience en Coupe de la Confédération après donc 3 années d'essais infructueux en Ligue africaine des champions, opposé donc à l'équipe de Blackman Warrior du Libéria. Le vice-champion du Bénin n'a pu mieux faire qu'un nul de score vierge en terre libérienne sur les installations du complexe Samuel Kanyon-Doué. Dominateur dans l'ensemble de la rencontre, le club de Ouidah n'a malheureusement pas su trouver la faille pour prendre de l'avance au score. Il faut dire qu'une fois encore, l'équipe de Coton a été décevante au cours de cette rencontre parce que quand c'est pas une première fois que vous jouez une compétition africaine, donc vous devez savoir que, comme je disais tantôt, le but à l'extérieur compte, et quand vous avez l'occasion de mettre ce but-là, une fois en terre étrangère, il faut vite le mettre pour être à l'abri. Oui. Voilà que Coton ne l'a pas fait. Qu'est-ce que Coton fera? Je crois que le match retour se joue à Lomé. Et si l'équipe de Libéria marque en première position, il faudrait que les Coton FC reviennent. Marque pas deux fois. Marque pas deux fois, ce qui sera comblé. Parce qu'on connaît très bien cette équipe de Coton qui me déçoit souvent. Parce que quand on voit la tête des joueurs qui sont là, ils ont un fond de jeu pas vraiment agréable, mais on peut dire agréable. Mais leur stratégie de jeu, technique de jeu, ce qu'ils mettent en place, ça ne tire pas, ça ne répond pas aux normes. Souvent, l'équipe a souvent cette difficulté-là. Et on peut dire que c'est une équipe chanceuse qui a des talents, mais qui ne convainc pas. Donc, je crois que le match retour sera plus difficile pour Coton FC à Lomé parce qu'au match aller, il fallait scorer. Maintenant, quand on prend tout son temps pour ne pas aller au but, quand on prend tout son temps pour jouer au stade sur le terrain, je crois que ça va payer cash au match retour. Kevin, score à l'arrivée 0 but partout. La qualification au deuxième tour, tout suivant, donc va se jouer vendredi prochain au stade de Kégué de Lomé entre Coton et l'équipe de Blackman Warrior. Je pense que Coton, contrairement à Nadjet tout à l'heure, comme je le disais, Coton a plutôt quand même essayé de montrer pour ce match-là un beau visage, contrairement à Serge qui n'est pas forcément en phase avec cet avis. Mais après, ce qui a manqué à Coton, ma foi, c'est plus le côté offensif où c'était carrément stérile, une efficacité des joueurs devant qui ne font pas tout ce qu'il faut quand même pour pouvoir rapidement scorer, donc pouvoir remettre un peu plus l'avantage à leur équipe. Donc je pense qu'aujourd'hui Coton devra quand même miser sur son expérience. Autrefois, Coton qui était en Ligue des champions africaine, aujourd'hui joue la Coupe CAF. Je pense que Coton qui a été éliminé 2 fois par ASEC Mimosa, si je ne me trompe. Donc je pense que in fine, aujourd'hui Coton a quand même l'expérience, la petite qu'il faut quand même, pour quand même essayer d'aller un peu plus titiller l'adversaire. Et donc pour la rencontre à venir, Coton va devoir quand même batailler un peu plus dur, présenter encore un très beau jeu, un très beau niveau de jeu, ne pas se laisser forcément avec l'excès de confiance. C'est là-dessus le dit avec cette bannière de ne pas trop faire la star sur le terrain, mais pouvoir quand même jouer un très beau jeu de football et pouvoir scorer à chaque fois que l'opportunité se présente, parce que à moindre geste, quand vous laissez la faille, très vite l'adversaire pourra quand même prendre l'avantage. C'est ça, c'est au-delà du manque d'efficacité devant les buts et aussi du fait que beaucoup de joueurs ont préféré plutôt compter sur les individualités plutôt que le collectif. Qu'est-ce qu'il faudra justement à cette équipe de Coton face à son homologue de Blackman Warrior vendredi prochain pour pouvoir sortir victorieux de cette confrontation? Il faut dire que pour le match retour, il faut une défense solide, très éveillée.
Et aussi, il faudrait inviter cette manque de précision, comme l'a dit Kevin, à chaque occasion, il faut scorer parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que l'équipe adverse aura son temps fort. Et quand on joue le match retour et qui est à domicile, il faut dire que l'équipe adverse cherche coûte que coûte à marquer pour se mettre à l'abri. Parce que l'équipe va se dire, les Black vont se dire, voilà, dès qu'on va marquer un but, Coton doit revenir 2 fois au score. Lorsqu'on va marquer 2 buts, c'est que c'est plié pour Coton, pour eux également. Du coup, Coton doit faire très attention, la défense doit être très très éveillée, les attaquants doivent être très très éveillés également pour scorer à tout moment quand l'occasion va se présenter. Et pour ça, comme je le disais tantôt, il faut corriger les clichés techniques, ce qui n'a pas marché au match aller, et pour les mettre en application au match retour. Et analyser encore le match aller, ce qui n'a véritablement pas marché, et ça revient aux attaquants et le milieu de terrain, parce que quand l'équipe adverse vous arrache le milieu de terrain, c'est que vous êtes mort. Du coup, vous n'êtes plus inexistant sur le terrain. Vous êtes inexistant sur le terrain. Donc, il faudrait que Coton FC, les joueurs suivent les consignes du coach, parce que le coach n'est pas sur le terrain. Suivre les consignes du coach, soit attentif et aller au but et à chaque fois que l'occasion se présente, et éviter d'encaisser. Éviter d'encaisser. Voilà donc pour ce qu'on peut dire, et quelques conseils justement à ces deux équipes, à ces deux représentants qui défendent les couleurs nationales au cours des éliminatoires des interclubs de la CAF, notamment la manche aller, et qui vont aborder dans quelques jours la manche retour. Pour ce qui est de la Ligue africaine des champions, la DRC va défier dimanche prochain en terre libyenne l'équipe d'Al Ahly Tripoli, justement dès qu'il va sonner 19h dimanche, pour ce qui est de la manche retour. Et en ce qui concerne la Coupe de la Confédération, Coton FC reçoit au stade de Kégué de Lomé vendredi prochain l'équipe de Black Mount Warrior du Libéria. On va s'intéresser maintenant à d'autres représentants. Ceux-ci, ce sont les Guépards cadets qui font une entrée en lice difficile au tournoi IFOAB qualificatif à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Il faut dire que le coup d'envoi officiel est donné pour l'édition 2025 des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans dans la zone UFOAB. Et les Guépards U17 ont été battus par les étalons de leur catégorie dimanche et donc hier pour leur première sortie dans la compétition. Après donc une première partie équilibrée soldée par un score nul, les poulains du sélectionneur Ibrahim Da Silva ont cédé en seconde période face donc aux champions en titre de la zone UFOAB. À la 50e minute de jeu, le Burkina a pu trouver le chemin des filets, et bien ensuite les tentatives du côté béninois n'ont pas porté les fruits. Score final 1-0 en faveur donc du Burkina Faso. Messieurs, les Guépards U17 dans un groupe, on va dire de la mort, dans un groupe à 3 équipes où il n'y a que des cadors. D'abord, le tenant du titre de la zone UFOA-B, le Burkina Faso, et le Nigeria, l'autre grand géant de l'Est qui est aussi dans ce groupe à 3 équipes. Il faudra nécessairement pour les Guépards U17 une victoire lors de leur prochaine sortie pour espérer se qualifier au second tour. Ouais, nécessairement. J'ai comme l'impression que le Bénin fait tout pour quand même se retrouver tout le temps dans les problèmes. Aujourd'hui, voilà, on a parlé tantôt d'autres équipes, on revient dans une autre catégorie et voilà encore les problèmes. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de tout faire pour quand même arracher la victoire. Il n'y a pas de moyen, donc pour y arriver, il faut simplement travailler. Il faut simplement travailler, Serge et nous. Les Guépards U17 du Bénin, après une longue préparation pour cette compétition, démarre donc du mauvais pied, trébuche d'entrée, on va le dire comme ça. Bon, quand on veut être grand, il faut affronter les grands, il faut les battre. Le football est ainsi, vous ne pouvez pas prétendre être une nation de football et éviter les grandes nations. Du coup, faut bien de le dire, longue préparation, oui. La préparation peut même durer un an, mais si sur le terrain, vous ne mettez pas le sérieux qu'il faut, et si mentalement vous n'êtes pas fort, si offensivement, défensivement, vous ne vous mettez pas au sérieux, c'est que les grandes nations, comme le dit souvent, font toujours vous battre. Vous avez dit que vous êtes encore en apprentissage. Donc du coup, pour moi, pour les prochaines rencontres, le Bénin doit tout faire pour battre les autres équipes. Il ne faut pas dire que ce sont déjà les grandes nations, non. Évitons de dire ça.
parce qu'on a vu des équipes qui ont quitté très loin, qui sont aujourd'hui au meilleur moment, au meilleur niveau du classement FIFA. Du coup, ça ne nous revient pas de dire, voilà, ce sont les grandes nations. Je crois que nos jeunes doivent se mettre au travail et doivent écouter les consignes des coachs, et les coachs aussi doivent bien analyser les matchs, doivent bien analyser les adversaires pour prodiguer de sages conseils aux jeunes, parce que on ne le souhaite pas. Il y a une habitude, on revient plus souvent de ces gens de compétition. Cette équipe qui n'est pas, sinon qui est sur le chemin de ne pas revenir au pays produit, c'est l'équipe des Amazones U17, pardon, U20. Voilà, donc on a parlé des Guépards U17 qui vont justement effectuer leur prochaine sortie pour le compte de la deuxième journée face au Nigeria. Ça sera donc après-demain. On va s'intéresser maintenant aux éliminatoires du mondial féminin des moins de 20 ans, les dames à présent. Le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 2026 a pris son envol vendredi dernier. Exemptées du premier tour, les Amazones U20 pour leur entrée en liste dans cette campagne qualificative ont dominé le Syrie dames U20 par un score de 5-1 pour le compte donc de la manche allée du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 Pologne 2026. La rencontre s'est jouée sur la pelouse du stade de Kégué de Lomé dans la capitale donc togolaise. Moi, je pense que c'est quand même une très bonne nouvelle. On a tantôt déroulé avec des nouvelles un peu plus. Il y a l'incertitude, on était dans les calculs. Mais quand on vient sur cette actualité, je pense que c'est une bonne nouvelle de savoir que le Bénin a plutôt quand même plus laminé voilà, cette équipe-là de la Guinée, 5-1, donc les dames. Franchement, félicitations à elles. Et je pense que pour cette rencontre, j'ai noté des points. Un premier point, c'est déjà la réactivité de cette équipe béninoise-là. Après d'avoir encaissé très vite, qui réagit et donc qui a mis un but. Après, l'autre aspect que je voudrais aussi souligner, c'est que la pression était déjà du début de la rencontre jusqu'à la fin, avec une pièce maîtresse comme Romel Gandonou qui voilà, n'a pas lâché du tout et qui a essayé quand même de mettre un quadruplé, si je ne me trompe, permettant quand même à son équipe de pouvoir un peu plus aller loin, de propulser. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette équipe est un peu plus en phase de pouvoir quand même continuer. Actuellement, il y a la Guinée, il y a l'Égypte qui a battu, bon, je ne sais pas, il y a la Guinée équatoriale, voilà, qui a battu l'Égypte. Donc en cas de victoire également pour le match retour, je ne sais pas qui est-ce que le Bénin va rencontrer, donc soit la Guinée, soit voilà, l'Égypte. Donc aujourd'hui, je pense que cette équipe-là a quand même les armes nécessaires pour pouvoir encore titiller l'adversaire pour les rencontres à venir. Piège pour ne pas quand même essayer de passer très vite à côté de la rencontre. Je pense qu'il faut non seulement garder le côté psychologique un peu plus au top, mais ne pas avoir l'excès de confiance, parce que quand vous êtes voilà, dans cette catégorie, dans les éliminatoires, que vous battez une équipe 5-0 et 5-1, très vite, vous prenez la tête, surtout qu'il y a Romel, qui vraiment est une joueuse qui tout le temps essaie quand même d'apporter voilà, en pleine croissance. Je pense que voilà, le meilleur reste à venir et voilà, on va assister encore à de très belles rencontres. Oui, Serge Renaud, les Amazones U20 du Bénin qui prennent une option sérieuse pour la qualification au troisième et avant-dernier tour de ces éliminatoires, comptant pour le mondial féminin U20 Pologne 2026. Bon, il faut féliciter les coachs, les membres du staff technique, le coach Adam, la coach Adam. Voilà, il faut dire que même après leur victoire 5-1, on a vu que les athlètes, les joueuses ne sont pas rentrées, elles sont encore à Lomé, et comme on va le dire, elles sont toujours en mise au vert, et avec un travail acharné et très très intense. J'ai suivi, depuis hier, j'ai suivi un peu les séances des joueuses à la plage, dans les stades de gym, malgré une victoire éclatante. Donc, ce qui voudra dire que le staff technique, c'est le travail qui les attend. Peut-être dans leur tête, ils se disent déjà oui, on a déjà fini avec la Guinée. Voilà, passer rapidement à la rencontre suivante. Voilà, et le staff technique pense déjà à la rencontre suivante et se met déjà au travail. C'est ce qu'on dit. Bien vrai qu'elles ont encaissé en première minute. Et il y a le mental
qu'il faut mettre en place. Et elles ont joué avec le mental, elles ont su profiter des erreurs de l'équipe adverse pour vite mettre beaucoup de buts, ce qu'il faut. Parce qu'au match retour, personne ne sait, on est au niveau du football. Et au niveau du football, ça peut changer à tout moment. Il faudra tout simplement que vous soyez dans votre mauvais jour et que l'équipe que vous croyez déjà faible peut prendre le dessus. Et puisque c'est déjà en train de parler, de signifier cet aspect, je pense qu'au match retour, il va falloir tout faire pour ne pas encaisser parce qu'il y aura une équipe guinéenne qui va très vite attaquer pour quand même essayer de titiller l'équipe du Bénin. Allez, merci à vous messieurs. Il faut dire que le Bénin prend donc une option sérieuse pour sa qualification au troisième et avant-dernier tour de cette campagne éliminatoire comptant pour le mondial féminin U20 Pologne 2026 avant donc le match retour qui va se jouer vendredi prochain à Bamako. Ça sera en terre malienne. On va souhaiter bonne chance à nos Amazones. Et par ici, on change maintenant de discipline et clap de fin de la Ligue professionnelle de handball du Bénin saison sportive 2025. On connaît depuis hier les nouveaux champions nationaux à la Fédération béninoise de handball. La phase des playoffs a été bouclée ce dimanche pour des loisirs et sports à Cotonou avec les différentes finales déroulées en hommes comme en dames. Voici le point. L'entame a été intense, très physique mais aussi technique entre deux rivaux qui se retrouvent une nouvelle fois en finale. Les militaires d'Abidjan Handball Club en blanc, détrônés la saison écoulée, affichent tout de suite leur ambition de reconquérir le règne national face aux tenants du titre de Flower CNSS. Au premier temps mort de la partie, ils sont devant 8-5 après 11 minutes de jeu. Les deux différents staffs techniques profitent du break pour repréciser les consignes. Réduit à 6 à 10 minutes de la fin de la première période, les Blancs se font rattraper au score mais réussissent à garder le compteur à égalité à la pause. Au retour des vestiaires, le mano à mano a aussi été très serré entre les deux formations. 29-28 pour les Blancs à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Alors que les militaires d'Abidjan n'avaient pas droit à l'erreur. Au cours des 60 dernières secondes, les Bleus de leur côté trouvent la faille et reviennent à égalité, s'offrant ainsi le luxe de disputer les prolongations. Le verdict va finalement tomber au cours de cette dernière étape de la finale qui voit les Blancs avec un état d'esprit conquérant et une belle résilience sortis victorieux avec un score étriqué de 33-32. Notre entraîneur, je vais dire que c'est un visionnaire, il nous avait dit que ça n'allait pas être facile. Du coup, au cours de toute la saison, on a travaillé, on est allé jusqu'à faire des séances de prolongation, on est allé puiser au plus profond de nous pour pouvoir tenir au cas où ces situations-là viendraient. C'est ce qui est arrivé. Vous avez constaté que pendant les 2 fois 5 minutes, on tenait encore un peu. C'est difficile, mais quand vous avez eu une bonne préparation et que vous restez humble, vous restez très humble dans ce que vous faites et que vous restez vraiment l'esprit ouvert et réceptif envers votre staff technique, le travail, la finalité ne peut être que celle-là. On va travailler, revenir très très fort l'année prochaine pour pouvoir reprendre encore une fois le titre. La meilleure équipe a gagné. Finaliste malheureux dans la catégorie masculine, Flower CNSS a réussi à couper le gâteau en deux. Chez les dames, les pensionnés de la CNSS sortent couronnés à l'issue d'une finale renversante. Menés 16-12 à la pause, les Bleus s'imposent au coup de sifflet final par un score de 28-23 devant leurs homologues de la SPAC Handball Club. Il y a un adage qui dit, quand tu n'as pas encore gagné, ne jubile pas. Quand le lion dort, ne le dérangez pas. Ne l'effrayez pas en fait. Parce que quand il se réveille, il rougit en fait. Et Aspang nous a menés lancer sur et la jeune génération. Vous avez vu notre réaction, on n'a pas paniqué, on ne s'est pas agité, on est resté calme. On a suivi les consignes du coach et c'est ça qui a permis que nous gagnions. Flower CNSS conserve ainsi son titre sur les dames et continue d'étendre son hégémonie pendant que du côté de leurs amis d'en face, c'est déjà programmé pour ça évolue, ça va à pas de géant. Je crois bien en octobre prochain, le 5 je crois, le jour de candidat sera investi et pendant ce moment, j'ai pas envie de dire que ça dort de l'autre côté. Peut-être que c'est une stratégie politique. On peut voir du beau, pour que nous ayons également de la matière.
matière. La transparence. On attend de voir. Oui, c'est la transparence. Ce serait votre mot de conclusion. Merci beaucoup. Transparence au niveau donc de l'opposition. Armand Videgla, merci beaucoup pour votre passage sur ce plateau. Dans Aziz Adam Soulé, merci beaucoup. On va se donner rendez-vous très prochainement. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion. Et demain, autour de 10h30. On se retrouve en direct demain à 20h. Merci de venir ici. Merci beaucoup. Monsieur Victor Smolan, une nouvelle compétition à l'endroit des scolaires et justement, et surtout des meilleurs talents issus des 2 dernières éditions du championnat national scolaire. Dites-nous comment est-ce qu'on est arrivé à cette initiative? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez que lorsque vous êtes à la tête d'une structure comme l'Office béninois du sport scolaire universitaire, une structure en charge de la détection, de la formation, du suivi donc des athlètes au niveau scolaire universitaire, et vous êtes parfois appelé à réfléchir et à inventer, n'est-ce pas, des choses pour faire plaisir au public. Alors la Ligue nationale scolaire a été initiée sur l'initiative du chef de l'État. Il faut donner à César ce qui est à César. À la suite donc du succès éclatant que nous avons observé lors de la 5e édition donc, du championnat scolaire à Plahoué, il a plu à l'autorité que nous rééditons une compétition au profit donc, des scolaires avant la fin des vacances. Alors, il fallait réfléchir, est-ce que c'est avec les mêmes personnes qu'il faut encore organiser cette compétition? Qu'est-ce qu'il faut faire pour donner plus d'intérêt au monde sportif et également aux athlètes? Donc, nous avons réfléchi, le ministre et son cabinet avec les conseillers techniques, et c'est là nous nous sommes dit, mais écoutez, lors des différents championnats que nous avons organisés en 2024 et en 2025, il y a eu des pépites que nous avons détectées déjà à la phase départementale pour l'ensemble, sur l'ensemble du territoire. Donc c'est là, nous nous sommes dit, mais écoutez, on met aux prises ces talents-là pour voir est-ce que les experts qui se sont occupés d'eux, il y a une plus-value par rapport à tous ceux qui se sont donnés spontanément dans leur CEG, est-ce que nous pouvons avoir une différence? Donc c'est là l'idée est née et il fallait donner un nom. Donc on a fait des tours de table et l'idée de Ligue nationale scolaire est née. Alors, la compétition a réuni, il faut le dire, les meilleurs athlètes issus des 2 dernières éditions du championnat national, vous l'avez tantôt évoqué. Globalement, comment s'est déroulée cette première édition de la Ligue nationale scolaire à Aboumé? Alors, c'est souvent difficile de s'apprécier. Il faut dire que nous avons fait l'effort de mettre la lumière sur l'organisation, sur l'ensemble des disciplines qui étaient également en jeu, avec des directs que vous avez constatés au niveau de notre chaîne nationale. Et la satisfaction a été grande lorsque nous avons fait le tour d'horizon, lorsque nous avons suivi des micro-trottoirs, lorsque nous avons également observé dans le visage de tous ceux qui ont participé à cette compétition. On se dit il fallait créer une nouvelle compétition pour évaluer le travail abattu au niveau du ministère des Sports. Donc, je peux dire la satisfaction a été grande. Et nous remercions le chef de l'État pour cette initiative, pour nous avoir permis, en tout cas, de donner plus de compétition à nos enfants avant la rentrée scolaire. Et ceci, c'est la joie qui a animé les enfants avant de quitter Goro la dernière fois. Et pour que cette joie puisse animer ces enfants durant plusieurs jours au stade Omnisport de Goro, il y a quand même eu une organisation qui a précédé la compétition. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées dans l'organisation? On a d'ailleurs vu sur les images le ministre des Sports qui était même à vos côtés durant, on va dire, pratiquement toute la compétition. Vous aussi qui étiez permanemment sur le site de la compétition au niveau des différentes installations, que ce soit au niveau du football, du basketball, du handball, du volleyball, de l'athlétisme. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées dans l'organisation? Alors, merci beaucoup. En termes de difficultés, je crois qu'il faut évoquer les questions d'hébergement. C'est ça. Parce que pour une grande compétition, les 3 volets essentiels pour lesquels il faut porter une attention particulière sont le transport,
d'abord de toute la délégation, il y a la restauration de l'ensemble de ceux qui participent. Parce qu'au-delà des athlètes, nous avons des membres des commissions techniques, nous avons plusieurs autres acteurs qui interviennent dans l'organisation. Et nous avons finalement l'hébergement. Donc ces 3 volets sont essentiels pour une très belle organisation. Donc si nous avons quelques difficultés, c'est d'abord la disponibilité des sites d'hébergement que nous n'avons pas toujours dans notre pays. C'est ça. Pour organiser de tels genres d'événements, je veux rappeler au passage que nous avons hébergé au moins 2380 personnes. Voilà. Plus de 1000 athlètes. Plus de 1000 athlètes parce que vous avez 1488 athlètes, vous avez 7 commissions et le minimum au niveau de chaque commission, c'est 9. Vous avez des comités d'appui, une douzaine. Nous avons les marraines qui sont là, 55 marraines. Nous avons les jeunes officiels qui sont 48. Nous avons la police républicaine, au moins ils étaient 50 sur le stade avec les alentours. Oui. Nous avons la Croix-Rouge, nous avons les sapeurs-pompiers. Vous comprenez que ce monde-là a besoin d'être logé en dehors donc, des officiels de sécurité et autres. Donc ça a été une première difficulté. Et pour parer à ça, des idées avaient été émises pour utiliser donc, les infrastructures publiques. Mais très tôt, nous nous sommes rendus compte qu'il ne fallait pas les faire, il faut aller. Donc l'éparpillement du site d'hébergement a provoqué un peu des retards lors du démarrage de certaines compétitions parce qu'il fallait que les bus aillent jusqu'à destination. Et quand vous regardez un hôtel qui ne peut garder que 20 athlètes alors qu'ils sont une trentaine, donc on est obligé de mettre la dizaine autres qui restent dans un autre hôtel. Donc il fallait trouver des voies et moyens. Donc ça a été un élément quand même qu'il faut relever dans l'organisation. Sinon, au-delà du transport et puis l'hébergement qui a flotté les premières journées, je pense que pour l'ensemble, nous sommes en train de maîtriser l'organisation parce que ça devient une activité de routine ou récurrente au niveau de l'Office béninois du sport scolaire aujourd'hui. Oui, toujours parlant de l'organisation, on a remarqué quelque chose durant pratiquement toute la compétition, c'est la mise en place d'une plateforme numérique pour enregistrer la performance et le profit des différents athlètes, que ce soit au football, en tout cas dans toutes les disciplines. Pourquoi justement l'instauration de cette nouveauté? Oui, ça, je crois que l'idée est née des différents reproches que les acteurs nous ont fait tout au long de l'ensemble des championnats que nous avons organisés. C'est-à-dire, on se pose la question de savoir quel est le dispositif que le ministère a mis en place pour suivre ces enfants. Quel est le dispositif qui est mis en place pour que, lorsqu'une compétition s'annonce, que nous soyons en mesure tout de suite de constituer notre équipe, sans pour autant lancer encore plusieurs mises au vert. Et vous savez, l'office ne travaille qu'avec des jeunes de moins de 15 ans, de moins de 16 ans, de moins de 17 ans. Et il y a, lorsque vous voulez aller à l'extérieur, il faut utiliser le passeport. Alors, est-ce que tous nos enfants disposent déjà de ces prérequis afin que nous ayons des facilités pour les compétitions au niveau régional? Donc, c'est là que nous nous sommes dit, OK, puisque là, c'est déjà des talents qui ont été détectés au niveau de chaque département. Il fallait avoir un système où nous avons son nom et prénom, la classe qui l'occupe, au niveau des papiers, comme nous disons, acte de naissance sécurisé au CIP, est-ce que c'est disponible? Il fallait d'abord avoir ça. Le numéro de téléphone de ses parents en cas de besoin tout de suite. Qui allons nous appeler pour avoir ce jeune? Nous avons besoin de ça. Ça, c'est le premier aspect de cette plateforme. Le second aspect, c'est la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est possible pour un coach de dire tel enfant peut participer à telle compétition parce qu'il y a la possibilité de suivre ses performances. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons même des jeunes au niveau de volleyball qui sont en train d'aller à Ouagadougou pour une compétition. Donc, ces enfants-là, on a déjà coché dans la base de données leur participation pour voir est-ce qu'il y a évolution par rapport à la Ligue, par exemple, et ainsi de suite. Donc, il y a un suivi que nous voulons mettre en place. Mais lorsque ce suivi est fait, à leur retour, les conseillers techniques régionaux qui sont
recrutés par le gouvernement seront chargés de suivre spécialement ces derniers. Parce que nous voulons avoir à la fin des inputs dans nos équipes nationales. Tout à l'heure, vous avez parlé du cas de Gandonou, par exemple, qui a mis 4 buts. Ouais, elle fait partie des classes sportives que nous avons détectées pendant ce temps. Et aujourd'hui, parce que l'âge n'est plus de 16 ans, elle est passée à l'étape de moins de 20 ans. Donc, elle est dans sa 17e année. Vous comprenez déjà que les produits sont en train d'être constatés dans nos différentes équipes. Et ça également, c'est au niveau du basket. Vous avez plusieurs jeunes qui ont participé soit en Serbie, soit lors des Jeux scolaires africains la dernière fois, en Algérie, qui participent déjà dans nos équipes nationales en basket 3 contre 3. Et ça, c'est super. Il fallait être sur le terrain pour voir l'engagement ou l'engouement des enfants lorsque ces enfants-là perdent des matchs, comment est-ce qu'ils pleurent. Et les pleurs ont plus grandi lorsque le ministre a lancé cette question de bourse sportive. Voilà. Nous sommes à l'heure du bilan. Dr Victor Soumon-Langouin, quelles sont vos satisfactions au lendemain de cette compétition? Oui, et aussi les satisfactions du ministre des Sports, parce qu'il était permanemment sur le côté. Il était vraiment sur le terrain. Et quand il n'est pas là, il a toujours les horaires donc des matchs à diffuser. Et lorsqu'il constate quelque chose, tout de suite, je suis obligé d'être en contact direct avec lui pour y parler ci et tel. Et vous allez constater qu'aujourd'hui, nos enfants réservistes, nous avons fait l'effort de les mettre sous abri. Et ça a été des constats à plafouer. Donc, au moins, la Ligue a permis de régler ces détails. La satisfaction, c'est d'abord la joie qui se lisait dans les yeux de nos enfants. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans une famille et chacun veut montrer qu'il mérite la place dans la sélection départementale. Puisqu'avant que ces athlètes ne viennent à Bomé, c'est que nous avons fait un dernier regroupement. C'était le 3e regroupement qui a eu lieu. Et dans ces regroupements-là, c'est qu'on a un nombre assez large qui sont venus. Et à la fin, sur une quarantaine, par exemple au foot, c'est 18 qui sont retenus. Donc chacun cherchait à avoir une place. Et ceux qui n'ont pas pu faire partie de cette délégation, allez voir comment est-ce qu'ils pleuraient au retour à la maison. Donc ceux qui sont là se disent, il faut que je fasse l'effort de maintenir ma place. D'où notre plateforme qui a été mise en place. Parce que tous ceux qui n'étaient pas venus à Bomé, par exemple, sont sur le système. Parce que c'est l'ensemble des enfants qui sont venus au 3e regroupement. Nous avons pris toutes leurs identités. Donc, ceux qui sont venus, oui, à Goro, on a pu leur donner donc, les badges nécessaires et l'accréditation. Mais ça ne veut pas dire que les autres qui font partie de ce regroupement-là n'ont pas leur place dans notre plateforme. Parce qu'il peut y avoir des évolutions, parce qu'il peut y avoir des régressions en termes de performance de chacun d'eux. Donc, ça veut dire que ne serait-ce que cette partie-là nous garantit en tout cas un avenir meilleur pour les 5 disciplines que nous sommes en train de promouvoir. Et là, en tant que directeur général de l'office, j'ai eu beaucoup de présidents de fédérations qui sont en train de taper à la porte et nous avons répondu ceci. Mettez en place le dispositif afin que dans nos établissements, on commence par pratiquer votre discipline. Tant que nous n'allons pas arrivé à ça, il serait difficile de les inclure et de faire les différentes phases qui permettent d'arriver à la phase nationale. Quand vous prenez les championnats scolaires, par exemple, il y a qu'on a la phase communale, la phase départementale et la phase nationale. Alors, si dans une discipline, il n'est pas possible d'avoir ne serait-ce que 2 CEG qui vont compétir entre eux et dégager le meilleur afin de venir à la phase départementale, vous voyez que il y aura un peu, voilà. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de prise de conscience à ce niveau-là et nous avons bel espoir que